Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, en espérant que la journée a été agréable et que le début de soirée le soit de même. Nous, on va parler d'une rencontre lorsqu'un auteur littéraire bilingue rencontre un anthropologue et historien. Ça donne un causement réunionnais. Alors, bonsoir Lucé Bamanaïk, donc l'auteur littéraire bilingue, et bonsoir Gilles Gérard, anthropologue et historien, j'ai dit hystérique. C'était historien. C'était vraiment pas voulu. Ça peut arriver. Ouais. J'allais dire que lorsque cette rencontre se fait, c'est pas souvent en Missouk et souvent et loin des cimetières de Saint-Leu surtout. Alors pourquoi le cimetière de Saint-Leu, et quand on parle de cimetière de Saint-Leu, c'est celui qui est de l'autre côté de la route, retient toujours autant l'intérêt de Lucé Soubaya Bamanaïk? Alors, il commence c'est le cimetière de Saint-Leu, c'est une affaire à la fois du public de Saint-Leu, de la ville, des alentours, mais c'est aussi une affaire de personnel, un endroit où va paraître un peu curieux. Nous, ça jouait à côté quand on était petit. Et pour parler de ce coin de cimetière à côté, Missouk, il proposerait que ni rentre dans le grand cimetière, ni prendre l'allée centrale, ni ça va au fond. Il y a un petit carré, les cachés là-bas, les derrière, les un peu abandonnés, les très abandonnés même. Et ce cimetière-là, deux, trois camarades à travailler dessus l'appellent ça cimetière Missouk, parce que les cachés. Qui est enterré dans cette partie du cimetière de Saint-Leu? Alors là, ça va être compliqué de dire exactement qui, mais ce qui est sûr, c'est que ce cimetière-là, il est partagé en deux parties. Hein. Il est découpé une partie. Et dans des textes, nous avons pu retrouver, notamment avec Gilles, où il écrit expressément que le cimetière avait une partie pour les demandes normales, bien fait, bien baptisés, et puis dans une partie, c'est pour les gens qui n'étaient pas baptisés catholiques. Ça, c'était au départ. C'est donc une partie qui est réservée aux esclaves. Plus tard, il y a eu d'autres populations qui sont venues, notamment les Tamouls, on va dire, pour simplifier, les hindous. Et après, la recherche va continuer, puisqu'il y a aussi peut-être un moment où il a été obligé d'enterrer là les demones qui étaient atteints par les épidémies. On parle de la peste qui a pas touché Saint-Leu. Oui, milieu du 20e siècle. Le choléra ou la peste? Je crois que c'était la peste à l'époque. Le choléra. C'est qui a amené, c'est choléra. Choléra. C'est qui a amené 1859. Notre-Dame de la Salette, je crois. Alors, Gilles Gérard, c'est quoi un anthropologue? Un anthropologue, c'est quelqu'un qui regarde, qui observe et qui essaye de comprendre comment des sociétés, des groupes humains, pas des individus pris les uns à côté des autres, mais des groupes humains fonctionnent au-delà des apparences. C'est-à-dire, il y a ce qu'un groupe présente et peut tenir comme discours sur lui-même, et puis il y a une réalité, des pratiques, tout ça, et c'est essayer de comprendre comment cela fonctionne. Et justement, quand on parle de la Réunion, sachant qu'il n'y a aucun peuple autochtone à la Réunion, donc ce sont des groupes forcément qu'on regarde évoluer à partir du moment où ils sont arrivés à la Réunion? Oui, ça peut être en démarche, mais si c'est avoir une approche ethnique, on va pas loin. Non, pas ethnique, mais je veux dire, même si ces groupes, s'ils arrivent de différents endroits du monde, peut-être pas dans l'évolution après, mais au moins au début, ils arrivent quand même avec une façon de vivre. Ils arrivent avec une façon de vivre, et la vie fait qu'il faut s'adapter, et que ceux qui vont survivre, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts très vite, ceux qui vont survivre, ils vont créer une société plurielle, complexe, qui est la société réunionnaise. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire des esclaves de Tromelin, des esclaves oubliés sur l'île de Tromelin, qui ont créé un mode de vie. Ils n'avaient pas le choix, c'était marche ou crève. Ben, c'était la même chose ici. Bon, sauf que, petite correction, c'était pas des esclaves à Tromelin. Non. Ils allaient devenir esclaves, mais ils sont jamais devenus esclaves. Il n'y avait pas de maître. Et quand il n'y a pas de maître, c'est quand même
c'est quand même différent. Historien, hein, c'est un historien. Hein. Non, mais Non, parce que par commodité, on dit les esclaves de Tromelin, mais c'était pas des esclaves. oui, si on tient compte, effectivement. C'était des victimes de la traite. D'accord. Ils ont vécu, ils ont pas vécu comme Et ils ont esclaves. créé, comme un- les différentes composantes du peuplement de la Réunion ont créé une société. Il faut s'adapter, il faut survivre, en n'oubliant pas, et c'est un peu le lien avec le cimetière, c'est que on a quand même un bon peu les morts. Ouais. La mortalité chez ces groupes qui sont venus à la Réunion, c'était énorme. Mais vraiment, et ça a duré très longtemps. Et justement, quand on parle du cimetière Missouk de Saint-Leu, tu sais, la question, quelle est la démarche de l'UC Soya Pamanaïk? Encore une fois, le cimetière, là, un cimetière Missouk. Oui, d'accord. Non, mais il est important pour dire que si on ne cherche pas, on ne trouve pas ce D'accord. côté-là. Quelle démarche, quand on y arrive, là, peut-être après l'émission, les gens vont aller faire le tour pour rentrer vraiment pour voir le cimetière. Où on rentre, on a une stèle, on appelle ça une croix Malbar. Mais dans notre tête, ça c'est un cimetière Malbar. L'autre a dit c'est un cimetière esclave. L'autre a dit c'est un cimetière musulman. La recherche, elle est là, elle est faite pour... Mais maintenant, on est sûr que c'est un cimetière des esclaves au départ, à l'origine. Mais il ne peut pas, en tant qu'être humain, accepter le fait que déjà l'esclave, lui, nous disait que c'est quelqu'un qui perd son corps. Il perd son corps, il fait n'importe quoi avec son corps. Il transporte à l'Iti, à l'Iosalité. Il perd même son nom. Et puis après, il vive, il perd à lui-même dans le décor. Et puis voilà qu'au moment de la mort, il perd même sa mort parce que en fait, la point de croix, la point de nom, la point rien, et il est enterré dans des fosses communes. Ma démarche, c'est de dire des tacs, c'est l'histoire-là. D'accord. Est-ce qu'on peut faire une petite corrélation avec le cimetière qui est à côté du cimetière marin à Saint-Paul? Bien sûr. Je pense que Gilles est Bien bien placé à travailler dessus. Je travaille un petit peu sur les deux. Et non, c'est évident. Pendant longtemps, il y a des textes qui le prouvent, en particulier vers 1820, on enterrait les esclaves en dehors du cimetière. Le cimetière, c'était un espace de terre sainte, un espace pour les chrétiens. Et donc on ne pouvait pas mettre des gens qui n'avaient pas été baptisés dans cet espace-là. Et comme c'est vrai qu'au début du peuplement, les esclaves étaient baptisés, mais après très vite, ils ne faisaient pas un cas avec ça, on n'avait pas assez de prêtres et tout ça. Et donc on les enterrait, alors dans les bords de ravines, près des plages, et puis on les enterrait en dehors des cimetières officiels. Et ça a duré assez longtemps. Il y a par exemple quelque chose qui est curieux, parce qu'on n'est pas très loin là, le cimetière de Trois-Bassins. Le cimetière de Trois-Bassins, quand il est créé en 1859, il est dit que le prêtre exige que le cimetière soit pour les chrétiens et une autre partie séparée pour les infidèles. Les infidèles, c'est un mot, c'est le même mot qu'utilisent les musulmans pour parler de ceux qui ne sont pas. Voilà. Ceux qui ne sont pas musulmans. Voilà. C'est tous les gens qui sont, alors, ou c'est des barbares, ou c'est des infidèles, ils sont pas du même groupe, ils sont pas de la même religion. Et donc, il y a ce refus de l'autre qui est acté. Et ce qui est intéressant avec Missouk, mais aussi Trois-Bassins ou d'autres, ou Saint-Paul, c'est... En tant qu'anthropologue, si on voit l'histoire, ne serait-ce que des croisés vers la Terre Sainte, on voit les histoires entre l'Espagne, la France, on voit que l'Occident et l'Orient se sont beaucoup affrontés aussi sur ces lignes. Ils se sont beaucoup affrontés, mais ils ont souvent trouvé aussi des terrains d'alliance pour s'opposer ou pour soumettre d'autres populations qui étaient encore plus faibles, qui étaient ni chrétiennes ni islamiques. Il permet à ce moment de dire aussi par rapport, mais rebondit sur l'esclave était enterré partout. Dans le cimetière de Saint-Leu, pas le Missouk, dans le cimetière, les gens, il faut aller voir, parce que ça les concerne à nous, on a une plaque où il est écrit ossement d'un esclave, là, et là, il a fait une datation dessus, 295 ans. Ça, elle est trouvé en dehors du cimetière à côté. Et puis, dans l'article O10 du Code noir, il dit que le maître est tenu de faire baptiser, là c'est une question de religion, là, de faire baptiser ses esclaves. Les esclaves n'ont pas été baptisés, sera enterré la nuit dans un coin proche de l'endroit où vous autres les décédés. Un petit peu partout.
quelqu'un disait, pas longtemps, l'esclave, il utilise l'esclave. Il fait travailler. Mais après, quand il est mort, c'est un bœuf. Il prend, il enterre n'importe où. Il ne sert plus à rien. Il est plus utile. Alors ça, la démarche que vous disiez tout à l'heure... Lucé Souaya Pramanaïk, là, vous êtes en train un petit peu de dire quelque chose que vous savez très bien. Si on regarde le statut d'esclave, l'esclave n'est pas un être humain, c'est un objet. Ça appartient à un maître. Donc le maître le traite en tant qu'objet, en tant que pas grand-chose, quelque part. Comme du bétail. Oui, ça, c'est le système. Ce que je disais, mais ça, aujourd'hui, on a des enfants qui naissent, qui grandissent, qui s'en vont à l'école, nous les obliger de dire, avant qu'il est trop tard, avant qu'ils tombent dans l'oubli, de dire la réalité, la vérité. Vous pense, M. Ramoudou, que ça était si clair que ça quand nous allions à l'école? Que l'esclave, il disait ça? Non. Bien sûr que non, mais je suis d'accord. Il cachait. Alors, c'est pas seulement pour dénoncer ça. Comment arriver à mettre ce projet-là en place? Gély peut peut-être à venir au niveau de reconnaître le lieu. Il y a quelque chose qui est important, c'est que ce cimetière qui, jusqu'il y a quelques années, était séparé en deux, avec une petite partie pour les non-blancs, parce que c'est quand même ça le départ, c'est blanc, le statut, pas la couleur, et puis la grande partie pour les blancs. Ce mur qui séparait, il a été en partie cassé, détruit par les municipalités pour agrandir le cimetière officiel. Et donc il est en train de disparaître. Il faut protéger cet élément de mémoire d'une histoire de la Réunion, l'époque où les sépultures étaient séparées, où c'était revendiqué, et avec donc des gens qui ont été enterrés là, et donc on n'a aucune trace. Parler de noms, tout ça, on peut rien avoir là-dessus. Juste des hypothèses. Et donc, il y a quelque chose qui est important, qui devrait trouver l'assentiment de tout le monde, c'est de protéger ce lieu de façon à ce qu'on ne continue pas à détruire cette partie-là. Il faut la protéger. Et la seule manière de protéger, c'est que l'endroit, il devient un endroit inscrit au patrimoine. Donc, on a une démarche tout à fait officielle, à l'ensemble du cimetière peut-être, mais pour que cet endroit soit reconnu par les instances comme un lieu, pas singulier, mais un lieu spécifique où il est chargé d'histoire. Quel est l'intérêt de préserver ces zones ou ces endroits de mémoire de notre histoire? Quel est l'intérêt pour aujourd'hui et pour demain, surtout pour les générations à venir? Vous connaissez la réponse. Oui, mais je pose même la question. Vous connaissez, c'est que, dans la Réunionnais, bonnes ancêtres pour les Réunionnais, il est quelque chose qui est important. C'est pas quelque chose avec quoi on plaisante. Ils jouent pas avec ça. C'est quelque chose de sérieux. C'est tout à fait, parce que si on regarde, on a des ancêtres afro-malgaches, on a des ancêtres qui viennent d'Asie, que ce soit de l'Inde ou de Chine. Là, on voit bien, on le voit dans les temples ici, dans les temples chinois, dans les temples hindous ou dans les cérémonies du service cabaret. On voit, pour ce que la Réunion peut faire à ce niveau-là, on voit qu'il y a un vrai rapport, un vrai lien entre le vivant et le disparu. C'est pour ça que je disais que... Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut le protéger, parce que ça fait partie de l'identité créole, à mon avis. Ce rapport aux ancêtres, c'est inscrit dans la tête, dans l'esprit de toute Réunionnais. Et donc, il faut pas couper ça. Vous connaissez, deux, trois boucles, on a écrit un rapport sur des Réunionnais qui ont été transplantés. Soi-disant, ils ont été transplantés là-bas dans le pays les Frais. Seulement, un problème, c'est qu'on ne transplante pas. Quand on transplante un bonhomme, si vous coupez son racine, il meurt. Il meurt. Si vous faites ça, si vous voulez un petit peu jardinier, quand on coupe la racine, vous pouvez aller amener ailleurs, il meurt. Et donc, autant dire déporté que transplanté, c'est la même chose. Il ne faut pas avoir peur des mots. Je crois qu'ils ont essayé de ne pas utiliser ce mot déporté. Pourquoi? C'est pas un gros mot. Parce que déporté, de par la proximité encore aujourd'hui avec la Deuxième Guerre mondiale, avec la Shoah et les camps d'extermination, peut-être que le terme aurait été un peu fort. Mais non, il n'est pas un peu fort, c'est que les marqués là-bas. Là-bas, le terme les marqué. Mais ici, déporté. Allez dans le chemin, on va voir si comme ça, à quoi il fait penser déporté. Il ne fait pas penser à la Shoah. La Shoah, c'est pas un phénomène historique qui a marqué la Réunion.
Faut pas... Oui, mais la connotation à chaque fois, ça c'est comme dire que l'esclavage aujourd'hui est un crime contre l'humanité. Il a fallu des années, des générations pour que dans la mémoire collective, on y arrive. Mais sinon, il faut du temps aussi pour que la mémoire accepte. Ouais, oui, absolument. Mais il faut revenir sur le bout de cimetière qui était vide et la rentrée dedans pour faire de nouvelles tombes. Il y en a des gens, des fossoyeurs anciens, et qui disent que quand on fouille une tombe là, les tombes qui datent de 2010, hein, pas avant, quoi, évidemment, puisque une nouvelle tombe, ils trouvent des ossements. Ils trouvent des ossements et ces ossements-là, les obligés de mettre dans un trou par-dessous la tombe et recouvrir pour mettre l'autre Ouais, mort. c'est ça. Attendez, dire que, encore heureux que déjà dans les ossements, les rester là, c'est déjà une chose. Mais en même temps, voilà comment on traite, en plus que ça, on traite la mort, quoi. Et c'est là que nous dit un devoir. L'histoire de l'inscription, l'histoire de protection, etc., il devient vital. Parce que, comme l'a cassé d'un côté, il ne faudrait pas que demain, un tractopelle, il arrive, il rende le petit morceau qui reste. Parce qu'on a des gens, ils fréquentent ça. Ou arrive, on a une stèle hindoue là, on a des gens, ils viennent le 1er novembre, ils viennent pour honorer leur mort. Mais moi, je me pose même la question, ils pourraient même un de ces jours, quand on va vraiment mettre ça en l'air, va expliquer, peut-être qu'on a des malgaches, n'aura envie de venir trouver un petit coin aussi pour honorer les morts, peut-être qu'on a d'autres, des blancs, dans les épidémies, etc. On va dire peut-être. Non, mais il y a des choses. C'est vrai qu'actuellement, il reste une marque un peu mal barre, mais moi, je me rappelle, il y a peut-être une trentaine d'années, on avait des galets. Des galets, un peu comme les musulmans, ils font les tombes. Il y avait des choses qui maintenant sont en train de disparaître. Et donc, il y a des gens, il y a des centaines de gens qui ont dû être enterrés dans cette partie-là. Et donc, il faut respecter. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et donc, pour respecter, il faut protéger. Qu'est-ce que Lucé Souya-Pamanaïk et Gilles Gérard proposent aujourd'hui pour qu'on protège cette partie de l'histoire de la Réunion, pour qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait toujours, et le plus souvent possible, un devoir de mémoire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Un collectif a été créé. Une vingtaine de personnes, un peu plus. Mhm. Et ce collectif-là sera amené à déterminer en son sein, de manière, pour l'instant, c'est informel, va déterminer un groupe de pilotage, comité de travail, et cela va déterminer exactement ce qu'on a à faire, mais il ne va pas passer autrement que par l'inscription, la protection, justement pour cette préservation de la mémoire, mais aussi pour mettre en place des aménagements, peut-être des allées, ne connais pas, c'est pas nous qui va décider, c'est le groupe, des aménagements où la Réunion, dans sa totalité, n'aura envie de venir là passer un moment, pas dans la tristesse, mais vraiment dans la sérénité, dire, écoute, voilà un endroit que l'a été vraiment mis de côté, que beaucoup de monde, beaucoup de Réunions, la plupart, ils ne connaissent pas ce coin-là. On invite aussi à aller voir, parce qu'on a des émotions qui sortent tout de suite. Gilles Gérard, là-dessus, quelle est la démarche qui serait appropriée? Ouais, c'est l'inscription. Vient de dire Lucé. C'est vraiment l'inscription donc auprès de la DACOI pour que en aucun cas il y ait dans les semaines, les années, un tractopelle qui vienne encore agrandir, parce que la partie qui déjà a été détruite, elle est saturée par des tombes depuis 2005. Donc ça va très vite. Et donc il faut absolument protéger ça, qu'il y ait, c'est l'État qui peut inscrire à l'inventaire du patrimoine ces monuments. En plus, ce qui est bien, c'est que ça coûte pas d'argent. Donc c'est juste protégé, il n'y a pas à reconstruire. On va pas demander qu'on remette en état le lieu comme il était avant. Donc c'est protégé, et puis anticiper l'avenir au niveau des défunts avec un autre cimetière, un autre endroit pour Saint-Leu. Il faut un lieu de pèlerinage, Lucé, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où chaque élément composant cette société réunionnaise puisse venir rendre hommage à ceux qui ont été oubliés à cet endroit. Quand on touche aux précisions de la religion, plutôt c'est des démarches personnelles.
C'est plus à nous d'organiser quoi que ce soit ou d'espérer. Oui, mais pas en s'il n'y a pas pèlerinage. quelqu'un comme Lucie Boyer-Romanaïque ou comme Gilles Gérard pour amener les éléments, pour dire voilà l'importance de tel endroit, comment des Réunionnais qui n'ont pas accès, comme vous, aux informations de l'histoire de la Réunion peuvent croire que là, c'est un endroit où il faut aller parce qu'il y a un hommage à rendre. Non, mais il faut aller là, comme il faut aller au cimetière du Père-Lafosse, par exemple, à Saint-Louis. Oui, d'accord. Il n'y a pas une foule qui se précipite. Le cimetière de Père-Lafosse, il est bien visible à partir du rond-point du Gaulle jusqu'à... Voilà. Donc il y a des aménagements pour signaler l'endroit. Ça peut être une stèle, ça peut être des panneaux. Il peut y avoir des conférences qui soient organisées. On est quand même dans un lieu de recueillement, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Pour que ce soit connu. Mais ce qu'il faut, c'est que ça existe pour que celui qui, dans 6 mois, dans 5 ans, dans 50 ans, s'intéresse à l'histoire de la population de Saint-Leu en particulier, il sache qu'à cet endroit-là, il y a cette trace qui date de 1791 au niveau des murs, et que depuis, il y a des défunts de ses ancêtres, de manière possible, qui ont été enterrés là. Il tombe bien cette question, puisque quand il dit le travail va commencer, le travail commence, il a déjà commencé, nous avons un questionnaire. C'est les gens que les autour, on a beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Nous on a appris avec ces gens-là. La mémoire collective est là pour donner. Il suffit qu'on donne une trame de questions, et là, les gens vont. Donc, encore, ça va se poursuivre. Et quelle va être l'action ? Quelles sont les actions que mèneront ce collectif construit, né il y a quelques jours ? Les actions, ça va dépendre de ce qu'on a... D'abord, de faire connaître, par exemple, quand il va y avoir la journée de commémoration au Lazaret, fin août, là, on interviendra. On a en projet aussi pendant la semaine créole de faire connaître, de profiter de ce moment-là pour faire connaître le lieu. Éventuellement le 20 décembre. Enfin, c'est temps fort de la mémoire et de l'identité réunionnaise pour faire connaître, de manière un peu à tout le monde, ces données-là. Après, il y a le travail plus administratif qui risque d'être un petit peu long. C'est-à-dire ? Quand ça passe par la DACOI, le ministère de la Culture... juste rappeler que la DACOI, c'est donc la direction des affaires culturelles de l'océan Indien. Et il faut absolument passer par là pour faire reconnaître le site comme patrimoine historique. Qui soit inscrit et protégé. D'accord. Et la démarche est longue ? Elle est longue, mais il faut la faire. Voilà. Peut-être qu'on va commencer et beaucoup d'autres vont venir avec. Mais là, je veux dire qu'il y a la volonté. De l'envie aussi, en faisant ce travail-là, nous va connaître d'autres choses aussi. On va remplir un petit peu notre réservoir de connaissances sur l'histoire de la Réunion. Et non, on n'a pas trop de soucis là-dessus. Et même l'ampleur du travail, ça donne envie d'être satisfait de ce que nous avons fait. C'est le message que l'on donne pour que l'avenir, pour les Marmailles, puisse venir. Et puis, encore une fois, pour que les Réunionnais, quels qu'ils soient, parce que ce lieu-là, il concerne toutes les... Il y a beaucoup de choses, de par l'histoire de la Réunion. Il y a beaucoup d'endroits, on voit cet arbre du côté de Saint-Leu, je crois, cet arbre qui est planté au milieu de deux voies qui passent autour, parce que là, il y a eu quelque chose. Il y a beaucoup de ce genre de sites à la Réunion. Est-ce qu'on pourra vraiment tous les répertorier, tous les préserver ? Disons qu'il y a eu un choix qui n'est pas anodin. Pendant longtemps, on a répertorié les grandes maisons de maîtres, les vestiges d'usines sucrières, les cheminées d'usines sucrières, tous les ponts remarquables de la Réunion. Les gares routières. Bon, y a ce côté-là du patrimoine immobilier. Je ne sais pas si ça va vous blesser quand je vais vous dire ça, mais ce sont les vainqueurs qui créent l'histoire. C'était les vainqueurs. Il faut en parler au passé. Ouais. La parole des autres, elle apparaît quand on va la chercher, quand on essaye de l'écouter, de trouver ses traces. Et là, on voit ceux qui étaient vaincus, soi-disant. Mais enfin, ils étaient vaincus, mais 1848, il y a par exemple un peuple qui naît, il a gagné. Ils ont survécu.
tous ces gens qui ont survécu en 1848, c'est eux les vainqueurs. D'accord. Ben, peut-être que nous veut faire des vaincus, ces vainqueurs-là. Des nouveaux vainqueurs. Ça va pas être simple, mais bon, on va essayer quand même de suivre avec vous. En tout cas, j'espère vous avoir de nouveau sur ce plateau pour aborder d'autres éléments à ce niveau-là. En tout cas, c'est vrai que ça ne sera pas simple et que c'est un combat de tous les jours pour faire reconnaître aux autres ce qui est important aussi C'est toujours pour passionnant. le plus grand nombre. Toujours passionnant. C'est vrai, je suis d'accord, c'est toujours passionnant. En tout cas, je vous remercie. Je rappelle donc qu'on était avec Gilles Gérard, donc anthropologue et historien. Donc on aura l'occasion sans doute de le revoir puisque nous sommes dans le 170e année de l'abolition de l'esclavage. C'est en fait 355 ans que le peuplement de la Réunion a commencé. On aura l'occasion donc d'en reparler. Merci. Gilles Gérard, merci. Lucé Soubaya Pamalnaïk, qui a lui est petit-fils d'Engagé et qui a écrit donc son histoire dans ce livre qui s'intitule Longamment. Voilà, donc on va juste vous dire que c'est un rendez-vous.